Hello, and welcome to the New York Jewish Film Festival. My name is Aviva Weintraub. I'm the director of the festival from the Jewish Museum, and this festival is presented every year in January by the Jewish Museum and Film at Lincoln Center. This year, we're very honored to be presenting a screening on the virtual platform of the film From Where They Stood. And I'm thrilled that the filmmaker, Christophe Cognet, is joining me for a discussion from France. And I also want to welcome our translator, Lilia Pinot-Blouin. So welcome to both of you. Thank you. Thank you. So Christophe, your film is so interesting and so extremely moving. Before we talk about specific elements in the film, can you talk a bit about how the project came about? Yes, I understand the question. Thank you. I speak in French. Ça fait 20 ans que je travaille sur la question des images clandestines faites par les déportés dans les camps de concentration. C'est le 4e film que je consacre sur ces questions. Le premier avait été un portrait du peintre Boris Staslitsky, qui était un Français juif qui avait été communiste, résistant, qui avait été déporté à Buchenwald et qui avait fait une œuvre clandestine, plus de 200 dessins à Buchenwald, que je l'avais rencontré, c'était un peu comme mon 3e grand-père. J'avais fait un film sur lui, sur l'ensemble de sa vie. Quand je l'avais rencontré, il avait 90 ans, moi j'avais 30 ans. J'ai fait un 2e film sur les artistes de Buchenwald qui ont fait des images clandestines, et un 3e film, cette fois pour le cinéma. Les 2 précédents étaient des films pour la télévision, sur les artistes et les œuvres clandestines faites dans l'ensemble des camps nazis. Ça, c'est le film qui s'appelle Because I Was a Painter, qui était aussi passé aux États-Unis, au Lincoln Center en 2015, je crois. Et pendant la préparation de ce film, pendant la préparation de Because I Was a Painter, j'avais rencontré ces photographies clandestines dont il est question dans le film. J'avais hésité à les mettre, et puis par intuition, je les avais pas mis. Et je pensais pas, après Because I Was a Painter, faire un nouveau film sur les images clandestines des camps. Et puis un jour, en lisant le livre de Leib Rochman qui s'appelle À pas aveugle de par le monde, alors je sais pas s'il est traduit en anglais, mais il est traduit en français. C'est un livre qui a été écrit en yiddish. J'ai eu une sorte d'intuition, puisqu'il parlait d'un corps qui se déplace sans voir. Et je me suis dit, pour faire un dessin, il faut avoir regardé, mais on n'est pas obligé d'être là physiquement, devant ce qu'on dessine, quand on fait le dessin. C'est-à-dire, on peut mémoriser quelque chose, et par exemple une pendaison sur une place d'appel, et puis après le faire de mémoire dans le bloc. Alors qu'une photographie, c'est le contraire. Une photographie, on n'est pas obligé de regarder pour faire une photo, mais il faut être là physiquement. C'est-à-dire, on peut faire une photo en fermant les yeux, mais par contre, il faut être là physiquement, en fait. Et je me suis dit, il y a un film à faire sur cette question-là. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de faire un nouveau film sur les photographies. Je ne sais pas si c'est trop long, il faut me dire. I've been working on images made by deportees in concentration camps for over 20 years. This is my 4th project devoted to this topic. The first had been a portrait of the French painter Boris Stavisky, who was a French Jew who had been a communist and a resistant during the resistance, and he had been deported, and he had done many unauthorized drawings, over 200 of them in Buchenwald, and I had met him. He was like my 3rd grandfather, and I made a film on him. And when I met him, he was 90 and I was actually 30. And
then I did another film on artists who did images, who did drawings. The first projects were for TV, and then the most recent one before this one was shown in cinemas. It actually was shown in the US at Lincoln Center in 2015. It was called Because I Was a Painter. And then during the preparation of this film, I had met photographers, and I felt that this was something that was interesting enough for a new film. So, I worked on images that have been drawn, but I'd found during my research for the previous film that there was a book, in the title in French is Pas Aveugle, and it's the same title as the title for this film in French, From Where They Stood. I don't know if it has been translated into English, but it is available in French while the original is in Yiddish. And as I came across this book, I had a strong intuition because it talked about bodies that would move without being perceived. And it was all about drawings. And I understood that in order to make a drawing, you can do it blindly, which is the literal translation of the title of the book, because when you do a drawing, you must have watched something before, but you must have it in your mind, but you don't physically need to be there. However, you can base it on memory. For example, if you're drawing a hanging in a large square, you can draw on your memories of that to do your drawing. However, for photography, it's the opposite. For photography, you don't necessarily need to watch, but you physically do need to be there. And you can do that by keeping your eyes closed. And so I decided that it would be interesting for me to work on this issue. And that's how I made, this is how this project came about. That's how I decided to work on photographers who made pictures by having to hide themselves without truly watching. At what point did you decide on the structure of the film? First of all, I think the opening and closing shots in the rain are very beautiful, but also very powerful and disturbing all at the same time. When did that framework come to you? Alors, même pour un documentaire, j'écris beaucoup avant de réaliser. Je fais beaucoup de repérage. Là, bon, ça faisait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça faisait 20 ans que j'allais dans ces endroits, mais spécifiquement pour ce film, j'ai travaillé pendant 3 ans, allé plusieurs fois, en particulier à Birkenau et dans les autres camps, à Buchenwald, à Auschwitz I. Voilà, pour essayer de comprendre l'atmosphère des lieux. Et je ne sais pas si j'arrête là ou si je continue. Je continue, d'accord. Et c'est en travaillant avec l'historien français Tal Brutmann, en fait, un jour à Birkenau, où il m'a montré ces éclats d'os qu'on voit au début du film, qui sont très, très émouvants. Et l'image qui m'en est restée, c'est que après la pluie, c'est que la pluie faisait que ces os étaient sous la terre, en fait, et que la pluie, quand il pleuvait à Birkenau, ces éclats d'os, ces brisures, ces restes humains remontaient à la surface. Et donc, je voulais absolument, dans le film, commencer par un plan où on voit la pluie tomber à cet endroit. C'était pour moi extrêmement important et j'étais prêt à rester des jours entiers à attendre que la pluie arrive. Alors, quand on a tourné, en fait, on a vu qu'il allait pleuvoir le 3e jour ou le 4e jour de tournage. On s'est préparé pour ça. Mais c'était très important pour moi de commencer pour ça. Je dirais pourquoi après. As I mentioned, I have been familiar with those places for over 20 years. And when I write a documentary, I do a lot of scouting sessions and I write a lot before. And
for this specific film, I'd worked for over 3 years, and I visited all the concentration camps, in particular Birkenau. And when I was there, I wanted to understand the feel of the place. I wanted to really perceive what it felt like. And I went with the French historian Tal Bertman, and he showed me those images that we see at the beginning, and he showed me the bones that actually resurface when it rains. And he showed me what happened to the soil. And when I saw that, and I saw those fragments popping up to the surface, I decided that absolutely I wanted to open the movie with that image. And so I was prepared to wait days and days until the rain came, because I felt that it was important to show what was happening there and to give that feeling to the viewer. So when we started our shooting sessions, we saw in the weather forecast that it would rain after 3 or 4 days, and we waited until the day when the rain came to film that shot. And I will explain to you more in detail why. Parce que je faisais un lien entre la photographie et ses bouts d'eau. C'est-à-dire que pour moi, la photographie, c'est un lien physique. C'est la théorie de Roland Barthes, du philosophe français Roland Barthes. Pour lui, et donc pour moi aussi, la photographie est un lien physique entre la photo et ce qui est représenté. C'est-à-dire que ce sont la photographie avant le numérique, à l'époque argentique, ce sont des rayons lumineux qui viennent toucher physiquement la plaque photographique qui font se transformer les ions d'argent, qui font noircir les ions d'argent. Donc, il y a un lien physique entre l'image et ce qui est représenté. Et évidemment, ces éclats d'eau sont un lien physique encore infiniment plus émouvant et plus fort, évidemment, entre les victimes et nous, puisque ce sont des restes humains. Mais je voulais avoir cette image au départ du film pour bien montrer l'ancrage physique, matériel, corporel, du travail photographique et de ce qu'est la photographie. Donc, c'était très important pour moi de commencer par ces images. Après, sur la pluie, quand elle est arrivée beaucoup plus forte que ce que j'espérais. Ce qu'on voulait, c'était une petite pluie fine d'été. Et on a eu un orage, en fait. C'est un orage qui est arrivé. Et on a quand même resté à filmer. Ils ont mis 2 jours après entier à sécher tout le matériel au sèche-cheveux, tellement on a pris la pluie, mais ça valait le coup. Et quand j'ai vu cette pluie sur cet étang, et dans cet étang, il y a une partie des cendres des victimes qui ont été mises là, jusqu'en 44. Et quand j'ai vu cette pluie tomber très fort, j'ai eu l'intuition de faire un zoom avant, comme ça, qui allait désigner cet endroit. Et du coup, on a une image qui est abstraite. On arrive à une image presque abstraite, et une image en souffrance, comme ça, de petits points lumineux, gris, comme ça, qui sont à la fois pour moi, un peu le grain photographique, un peu le passé, un peu le brouillage de l'image, un peu aussi ces autres, enfin, qui sont un peu tout ça. Et voilà. Et c'est l'intuition de ce qui peut se passer au tournage. Voilà, d'arriver à faire ce zoom. I wanted to create a connection, a link between those bones and photography. And I based that on the French philosopher Roland Barthes' theory of photography. And he talks about this physical material link of photography. And we're talking about what was happening before digital photography. We're talking about silver plates. So his theory was based on the concept of rays of light that physically touch the photography plane, which have an impact on the iron components at a chemical level, which then darken the surface, the plate, and that's what creates the image. That's what physically burns the image. And so I thought that you could recreate something like this at an emotional level, and this would
be a metaphor for what happened to the victims. And of course, those bones are human remains. And so I wanted to have that strong image at the outset of the movie to really emphasize the material connection of this photography work. And for me, it was fundamental to do that under the rain. And actually, when the rain came, it turned out to be a lot more intense than what I needed. What I wanted, what I was dreaming of, was a really fine summer mist, a sort of subtle rain. Whereas when we got it, it was more like a storm. And, we had to spend 2 days to actually dry out all of our material. We did that with hair dryers because it was such a massive outpour. But what I saw that night in that sort of bond that was created, for me, was very symbolic in terms of what the victims suffered. And when I saw what was manifesting, I decided that I was going to zoom in, and this all of a sudden became an image of the suffering, of the aggression, and of those little light dots. For me, are a connection between photography, between what happened to the creation of the image. And then I had the intuition that it could be recreated thanks to a film technique, and it could be a representation at a physical level of what people actually felt. Je peux rajouter que ce qui m'a intuité, je crois que l'intuition que j'ai eue, c'est qu'il fallait montrer qu'il n'y avait pas d'image possible. C'est-à-dire que commencer par une image qui n'est pas une image, d'une certaine façon, c'était un acte fondateur d'un film qui allait parler de la photographie, en fait. Et que c'était important pour moi, quand j'ai vu ça, ça a fait comme une sorte de tilt, disons, de montrer cette image qui n'en est pas une, qui représente rien, en fait. Et c'est important, un film sur la photographie, de commencer par une image qui ne représente rien, qui ne figure rien, en fait, une image abstraite. Voilà, pour montrer le fossé qu'il y a entre nous et ce qui s'est passé. Un peu l'idée. I also want to add that my intuition was that it was important to start off on a movie about photography with an image that in a lot of ways is not an image as such. It's an image that doesn't show anything. And so this would create a sort of connection, which I thought was important in terms of doing something very abstract when you go to talk about photography. And this creates a gap between us, the viewer, and the subject of those photographs and what happened. Thank you. I think you do a remarkable job in the film of taking us from these very small bone fragments. And then as we travel with you through the course of the film, you bring to light so many interesting elements. For one thing, you convey the incredible danger that any clandestine photographer would have put themselves in. And certainly those who are photographed once you arrive at the photographs of the inmates, of the prisoners. And I think it's incredible to go, just very moving to go from bone fragments, which seems almost like nihilistic. This is the end. There's no stories we can tell. And then you tell many, many stories, and with like a forensic analysis, but also a very historical or story-based. You really tell the stories and enable the viewers to understand what was at risk, what was at stake. I think I understand the question, enfin the remark. Ce qui était important pour moi, c'était de prendre la photographie au moins autant comme un acte que comme une image.
Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de la photographie, c'est un problème de corps en mouvement, avant peut-être d'être un problème de regard. Et donc, mon travail a été que si la photographie est un acte, il fallait retracer l'acte de cette photographie, retracer son action. Et donc, à chaque fois, c'est une petite dramaturgie, c'est une petite histoire, voire une grande histoire, qui met en jeu des compétences différentes, qui met en jeu des réseaux de collaboration des uns avec les autres et d'entraide, qui met en jeu plusieurs personnes. Aucune photographie n'a été faite par un photographe. À chaque fois, il y a toujours une organisation de plusieurs personnes qui font ensemble ces photographies. Et ça, c'est très important de le comprendre et de le noter. Et donc, le film, voilà, était sur l'acte, en fait. Et après, d'une certaine façon, ou en même temps, mais en parallèle, on regarde les images. Donc, il y avait deux mouvements dans le film. C'est regarder de façon très précise les images jusqu'à leur seuil d'invisibilité, jusqu'à ce qu'on ne peut pas voir d'une certaine façon, parce que le grain est trop gros, parce qu'on zoome trop dedans, parce que ça devient flou, parce que l'image est floue. Et l'image en tant qu'acte, et avoir ces deux mouvements dans le film qui nous permettent, nous, en fait, de peut-être percevoir quelque chose. Et mon but, c'est ce que un peu j'ai un peu théorisé ça, c'est d'avoir une connaissance sensible de ce qui s'est passé. Une connaissance intellectuelle, on l'a. Elle a été faite par les témoignages, elle a été faite par les historiens, elle a été faite par des films comme Shoah de Claude Lanzmann. Donc sur ce qui s'est passé, les connaissances sont solides et je ne pense pas que mon film puisse rajouter quelque chose à ce qui s'est passé dans les camps. Par contre, peut-être que grâce à ces photographies, on peut en avoir de façon partielle, de façon extrêmement labile, extrêmement petite, on peut avoir une connaissance sensible de ce qui s'est passé. Et c'est le travail que j'ai essayé de faire. What was important for me was to consider photography not just as an image, but also as an action. And I want to elaborate more with something I'd hinted at earlier. We talked about photography as being about bodies moving, and we talked about the difference between looking versus not looking and memory. So for me, it's important to start from the assumption that photography is primarily, first and foremost, an action. And so what I wanted to do in this film was to retrace the steps of those photographers in the moment in which they are doing something active. And each time for each situation, for me, it's a matter of recreating a story and going beyond the surface of the story and understanding how there's many different skills that come into play by different people. And it becomes a network of people that work together at the creation of this image, people that help each other out. It's never just a photographer. And none of these photos were made by just one person. It was an organization behind each creation. And for me, it's important to understand that. And so during the film, I followed all of those paths, and I did an action that was on two levels. On the one hand, I did what I just described, and then we do look at the image as such. But when we look at the image, we do it in a multi-layered way, and we go beyond what is just on the print, because sometimes we don't even see it. Sometimes the image is too blurry, it's too grainy, or the zoom is too intense, that's too much of a close-up, and sometimes it's just not even identifiable. But before just focusing on that, we've done all the work of understanding the circumstances that led to the creation of such photo. And therefore, my objective was a little theoretical in a way, but it was to lead the viewer to perceive at a feelings level what truly happened there. Because in terms of understanding at a documentary level what happened, what
the testimony was, well, there's been a lot of work that's already been done about that, in many other films. And I'm thinking, for example, of a Shoah by Claude Lanzmann. We know everything we need to know at intellectual level about that. But what I wanted to do with following all these networks that were created, with this collaboration projects that happened, all the hands that had been involved in creating that, was to really work on understanding what happened at an emotional level. Je veux juste rajouter quelque chose. Je pense pas qu'on sait déjà tout sur les camps. Je dis ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà un savoir constitué qui est important, qu'il y a encore des recherches en cours, évidemment. Je dis pas que tout est connu. Je dis juste que mon ambition n'était pas de se mettre du côté du savoir, mais du côté du sensible, disons. C'était ça, évidemment. Et que c'est parce qu'il y a des choses qui sont sues sur les camps que j'ai pu faire mon film, en fait. C'est que mon film n'aurait pas pu se faire il y a 20 ans. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une recherche historique, universitaire, les témoignages qui ont été donnés, sur lesquels je me suis appuyé pour faire mon film. C'est-à-dire, je ne cherche pas dans les photos une nouvelle connaissance, je me sers des connaissances qu'il y a sur les camps pour regarder les photos. C'est ça le mouvement que j'ai fait. C'est ça que je voulais dire, mais je veux surtout pas qu'on pense que je pense que tout est déjà connu, évidemment. Il y a encore des recherches. Voilà, je voulais juste préciser ça. I just wanted to clarify one point. I don't believe by any means that we already know everything we need to know about what happened at the camps. There's a lot of work that is still underway, a lot of research projects, and there's so much that we still need to find out. However, what I wanted to say is that I didn't set out to work on this project because I wanted to add one more layer of knowledge in intellectual terms. I wanted to work on it under an emotional point of view. I wanted to add a feelings related layer to it. And I was able to do that because there has been such an extensive body of research work that has been done over the past decades. And that's thanks to this work that I was able to do to make my movie. There's all kinds of university level research and testimony and data which I drew upon to make my film, and that's what allowed me to be able to do it. I just wanted to clarify that it's not like I think that we already have understood everything we need to understand about what happened in the camps. There's still so much research that needs to be done. Some of the most remarkable and moving images are those that you come to in the second half of the film, of the women, the prisoners who underwent medical experiments. And I wanted to ask you two things about, one is just, it was remarkable to me, the quality of the photographs themselves, but I mean the emotional, the personal, there was compassion that I felt from the photographer to the women being photographed, which is in such strong contrast to even normal medical photographs, but especially the atrocious Nazi medical photographs. I guess the other aspect is I would love for you to talk about the research and what you found out about these women. I thought was very striking, and I would love if you could speak a bit about how you found out their stories and like that. And just, I would say, just bringing their names to light,
is in and of itself like such a kind of radical, important act. Alors, de l'ensemble des photos, c'est effectivement les photos que j'ai connues en dernier. Je ne sais plus comment la première fois j'en ai entendu parler. Alors, comme vous savez, comme je raconte très brièvement, alors peut-être avant de dire ça, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai écrit un livre pendant toute la préparation du film sur le même sujet, et un livre qui fait 400 pages et qui m'a permis de base pour tourner aussi. Donc tout le savoir que j'ai acquis sur ces photographies, sur les photographes, vient des 2-3 ans de recherche que j'ai fait pour écrire mon livre. Alors, le livre est paru en français, il n'est pas été traduit en anglais, il a été traduit en japonais pour l'instant, mais voilà, c'est important. Et donc dans le livre, je développe chaque portrait de ces femmes. Je raconte très précisément tout ce qu'on peut savoir ou tout ce que j'ai pu trouver moi, parce que je pense que d'autres chercheurs pourront trouver sans doute d'autres documents sur elles, parce que moi je suis pas historien, mais voilà. Donc voilà. Donc je pense que j'en ai entendu parler parce que donc la pellicule, une fois qu'elle a été, que les photos ont été faites, ont été confiés à une Française qui est Germaine Tillon, qui est quelqu'un de très important en France, et d'ailleurs qui est très important parmi les rescapés de la Shoah. Et c'est Germaine Tillon qui a sorti la pellicule du camp et qui l'a ramenée en France, en fait. Et il y a des tirages, les premiers tirages ont donc été faits en France, et je pense que je les ai vus la première fois au musée de Besançon, en France. Voilà. Je sais pas, après je continuerai, mais on peut peut-être déjà... Yeah, those photos are the photos that I became familiar with last. I don't even remember exactly. Actually, I tell the story very briefly in the book that I wrote. I don't know if I mentioned already that, or if you know about that, but I wrote a book about the preparation of the film on the same topic. It's a 400-page book. And this was the sort of foundation that allowed me to proceed with my work, and that sort of follows everything that I've learned on these photographs. And it's the fruit of 2 or 3 years of research that I did. The book was published in French and in English, and it was even translated in Japanese. And I think what was important about this book is that the part that I devote to these women, I explain very precisely everything that we've learned about them. And there's other researchers that maybe can find out more, but this is what I've been able to find out up until this point, because I'm not an historian. And the first time I heard about them was when there was the first print in France of those photos. The negatives were entrusted to a famous French photographer, Germaine Tillon, and it was very important when they came to the surface in France, and she was able to get those photos out of the camps and bring them to France. And the first time I became familiar with them, or I came across such photos, was at the Besançon Museum in France. Alors, ce qui est très émouvant pour nous dans ces photographies, c'est que ce sont des femmes qui ont subi des tortures assez dégradantes, et qu'elles se montrent d'une façon extrêmement digne. Et à la fin de la guerre, l'armée américaine a fait des photos de leurs blessures qu'on peut trouver. On les trouve sur Internet, je ne sais plus sur quel site. Et ce sont des images très cliniques. On voit vraiment les blessures en gros plan, parce qu'évidemment, à ce moment-là, les Américains veulent faire des preuves des crimes nazis, en fait. Alors que nous, quand on voit les photos qu'elles sont prises elles-mêmes dans le camp, elles se montrent, elles se sont coiffées, elles ont mis les meilleurs habits qu'elles ont pu trouver, qu'on leur a fournis
dans le camp. Elles ont choisi le moment. L'image est très éclairée. Elles se sont apprêtées. Il y en a une qui sourit, une qui se tourne comme ça. Elles sont toutes très, très élégantes. Et c'est ça qui est très émouvant. C'est-à-dire, elles montrent à la fois une partie de leur anatomie qui est blessée. C'est très difficile, en plus, de se montrer à moitié nu, enfin, de montrer une partie de son corps, en fait. C'est toujours très difficile, mais évidemment, c'est encore plus difficile quand on a subi des sévices, et c'est encore plus difficile peut-être à cette époque. Rendez-vous compte de ce que ça veut dire de se montrer malade, de se montrer, même en se montrant comme ça, elle se montre avec une grande dignité et une grande humanité. Et je pense que c'est ça qui est très, très émouvant, oui, dans ces images. Et que nous, on retient surtout. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les blessures d'une certaine façon. Ce qu'on voit, c'est la résistance, mais la résistance première, c'est pas un acte, c'est pas politique, c'est une résistance existentielle. Ça veut dire j'ai existé. Et ça, c'est très émouvant. Et j'existerai belle, j'existerai comme ça. Voilà. Et c'est ça, je pense, qu'on voit dans ces images. C'est pour ça que ces images, pour moi, sont très importantes, effectivement. What is very important for us in those photographs is that they are women who have been victims of tortures, and they show themselves in such a dignified way. And at the end of the war, the American army took photos of those wounds, those injuries, and we can find them on the web. And I'm not even sure which website it is, but those images that appear online are very clinical. They're close up images of the wounds, because at that point, of course, Americans wanted to have evidence of Nazi crimes. But when, on the other hand, we watch the photos that the women themselves took, we see how they show themselves. We see the way they did their hair, and we see how they chose their best clothes, the best they could find. And so they chose the right moment, they chose the right lighting, and they did themselves up, and they smile, and they feel elegant. And that's what we find very moving. So they are showing a part of their bodies that is wounded. And of course, just imagine how difficult it must have been for them to do that. And they're showing their image where they're half naked, and they show a part of their body. It's always difficult. And imagine how difficult it must have been under those circumstances. They were victims of torture, and they are showing a part of themselves that is very weak, but they do that with such dignity and in such a humble way and in such a human way. And that's, I think, what we find so moving in those images. And that's what stays with us. We almost forget about the wounds. What stays with us is an image of resistance, is an image of a political act. When we watch those images, for me, it's very important for us as viewers to focus on that. Yeah, absolutely. I think you really do an incredible job of humanizing them and telling their stories. Are any of them still alive? Or it was a very big surprise that they survived, a number of them, but I suppose they're no longer living. Non, non. J'ai compris, hein, je pense, la question. En fait, elles étaient destinées à toutes être exécutées. Mais il y a eu un mouvement de solidarité, comme c'en est fait parfois dans les camps, mais en particulier à Ravensbrück, où elles ont toutes, celles qui survivaient encore, parce qu'il y a alors faudra vérifier, hein, mais parce que là je parle de mémoire,
il y a à peu près 200 femmes qui ont subi ces tortures, peut-être un peu. Et il y en a 60, je crois, qui ont été exécutées après avoir par les nazis. Donc, celles qui savaient, pensaient qu'elles allaient être tuées. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'elles ont fait les photographies, parce qu'elles savaient qu'elles allaient être tuées. Mais vers la fin disons, de la guerre, du camp de Ravensbrück, elles ont été cachées dans tous les autres blocs par les autres femmes, en fait. Et c'est comme ça qu'elles ont survécu. Et quand il y avait une morte, il y avait des résistantes à l'intérieur du greffe qui comptabilisaient les morts et on changeait les noms. Et comme ça, elles prenaient le nom de mort, donc on ne les cherchait plus. Et c'est comme ça qu'elles ont survécu, la plupart d'entre elles. Et donc, donc, dans le livre, il y a 3 femmes qui ont été photographiées, plus la photographe. Ça fait au moins 4 personnes qui sont impliquées dans ces photographies. Il y en a sans doute beaucoup plus. Les 4 ont survécu au camp. Il y en a une qui est décédée 2 ans après des suites des blessures. Et les autres ont vécu ont travaillé jusqu'à la retraite et sont mortes à peu près dans les années 80-90. Dans ces années-là. Voilà ce que je peux dire. Alors, je peux donner leur nom, mais c'est en polonais. Je suis français, je parle mal le polonais, donc je risque d'écorcher leur nom. Je peux. Actually, all of them were destined to be executed, but there was a solidarity movement in the camps. And so those particular women all survived. And actually, we should double check because I'm just speaking based on memory. But overall, there were about 200 women that were subject to tortures, and I think 60 of them were executed by the Nazis. But if we think about this group in the photo, they were able to be hidden in different sections of the camps by other women. And that's how they were able to survive. There was a whole system when somebody died, then those who worked in the accounting departments would play with the names and would replace names. And that's how they were able to survive and to hide such women. So actually, if we think of it, there were 3 women that were the subjects of the photo plus the photographer. So it's at least 4 women that were involved in the creation of these photos. And for those, we know for sure that they survived. One of them did die 2 years after the camp, and she died as a result of complications from the wounds that had been inflicted to her. But the 3 that remained had long careers and ended up dying in the mid 80s and 90s. I could mention their names, but they are Polish and I'm French, and I would just butcher their names, so I won't. Thank you. We should start to wrap up. Is there anything you'd like to add before we close? Non, juste ce que je peux dire, c'est que je veux juste insister sur cette question que j'essaye de faire participer le spectateur à notre recherche, en fait, et que c'est un peu ça le travail, et que je suis content quand les gens me disent « Ah, là, j'ai vu un truc dans la photo dont tu ne parles pas ». Parce que ça veut dire que les spectateurs travaillent avec moi et recherchent avec moi quelque chose. Je veux que les spectateurs aient un travail actif, en fait. Parce que j'ai 1 ou 2 amis qui m'ont dit « Mais tu ne parles pas de ça, j'ai vu ça et tout ». Je dis bah, « C'est bien, ça veut dire que tu as travaillé avec nous pendant tout le film et que tu as été actif. » Et donc, c'est ça. Et qu'au bout du compte, j'insiste sur cette idée de connaissance sensible, c'est-à-dire que peut-être que ce que peut apporter ce film, c'est une perception, des micro-perceptions, comme quand on regarde comme ça, là, au travers d'un mur, hop, on voit très vite
une image comme ça. Et que moi, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire en tant que réalisateur. J'ai fait ce film pour ça, pour savoir si je pouvais avoir des perceptions de ce qui s'est passé. Et je crois que j'en ai eu quelques-unes, en tout cas en faisant le film. Et j'espère que parfois, les spectateurs ont quelque chose. Voilà, c'est ça que j'appelle la connaissance sensible. Hein. C'est avoir puisque c'est du cinéma, donc c'est une perception de quelque chose, de ce que furent les camps, puisque c'est tellement, tellement loin de nous, c'est tellement compliqué comment dire, enfin, c'est un tel gouffre. C'est Primo Levi qui disait qu'il y a un gouffre entre les rescapés et les gens, entre les camps et les gens. Donc ce gouffre est immense. Mais avoir peut-être quelques perceptions grâce à ces images clandestines, moi en tout cas, je crois que j'en ai eu quelques-unes et peut-être que les spectateurs en auront et c'est ça que je serais heureux que ce soit le cas. Et que si on n'en a pas, au moins qu'on ait participé à cette recherche comme ça, qu'est-ce qu'une image, qu'est-ce que faire une photographie, qu'est-ce qu'un acte, et toujours prendre la photographie comme une trace d'une rencontre entre un photographe et un sujet. Et la photographie, c'est cette rencontre, et c'est ça que j'ai voulu montrer. Et la dernière chose peut-être, c'est de dire à quel point la photographie, c'est un acte vital. Et que nous, maintenant, on fait des photographies avec nos iPhones, on photographie comme ça sans arrêt. Et que faire une photographie à cette époque, c'est toute une aventure, toute une histoire. Et je pense que ça, c'est important aussi de s'en rendre compte, nous, maintenant. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses, je suis désolé. I just wanted to insist on the issue that it was so important for me to have the viewer participate in our research. This is the kind of work that I wanted to do. I love it when people tell me, oh, there's something in the photo that I noticed and you didn't even talk about that. And I love that because it means that the viewer worked with us, worked with me. They went along and they actively figured things out. This is something I love when people tell me, oh, this detail, well, you didn't even give it the time of day. Well, that's exactly what I want. This is my idea of emotional knowledge, sensitive knowledge. And that's what I wanted to pursue. I wanted to have a better understanding of how it would have felt. I wanted to work on my perception and on the viewer's perception. When you look at an image, as a filmmaker, I just want to understand what feeling that can generate in the viewer. That's the aim of all kinds of work of this kind. And Primo Levi talked about the deep gap that exists between those who were in the camps and those who weren't. And I understand that this gap is immense. And maybe thanks to these clandestine images, we can make it a little smaller, thanks to our emotional perception of what happened. And this is what would make me happy if the viewers really were able to participate in this kind of emotional research based on an image. And an image, a photo, is always a trace, is evidence of a meeting that happened, a meeting between the photographer and the subject of the photo. And that's what I wanted to focus on. The last little thing that I wanted to add is that my intention was to show how important photography is, how making a photo is such a vital act. And in this day and age, we have our iPhones and we pull them out and we just shoot left, right, and center. And instead, making a photo can be such an important, a transformational experience. And I really wanted for people to focus on that. Thank you so much. And really, the honor is ours. So thank you for allowing us to present your film. And I hope many people will see it and be very moved by it.